Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de notre fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège, puis je suis vraiment heureux de recevoir Michel. Michel, c'est une personne que je connais depuis plusieurs années. C'est une personne que j'ai eu le plaisir de côtoyer au niveau professionnel, au niveau personnel, puis pour moi, c'est une belle inspiration. Je l'ai jamais entendu parler. C'est une personne pour qui, moi, je considère un exemple de vie, de résilience. Fait que je suis très content que tu sois avec nous, Michel. Alors, c'est à toi. Merci beaucoup, André. Merci, Alain. Ça me fait plaisir d'être ici. Partager, c'est toujours bénéfique de le faire pour soi-même aussi. Mon nom est Michel et je suis un alcoolique. Je pense que on a tous une chose en commun ici ce matin. C'est ce moment de réflexion qui a fait qu'un jour, on s'est regardé dans le miroir et on s'est dit, où est-ce que je m'en vais avec cette maudite vie-là? En ce qui me concerne, ça s'est produit en 1985. Je m'en allais sur l'autoroute métropolitaine à Montréal et j'ai aperçu un panneau publicitaire qui affichait une île, dans les Caraïbes peut-être, avec une plage au sable blanc immaculé, la mer qui était turquoise, le ciel bleu éclatant, les palmiers tout verts. Évidemment, c'était une pub d'une agence de voyage, mais c'était écrit dans le bas « Vivez le bonheur parfait ». Et au lieu de rester accroché à cette image qui est assez invitante, moi je vais rester accroché au mot bonheur. Et pour la première fois de ma vie, je vais réaliser que pour moi le mot bonheur n'a aucune signification. Ça veut rien dire, ça a aucun goût. Et par le même fait, je vais réaliser que toute ma vie, jusqu'à ce jour, ma vie n'a été qu'angoisse, tristesse, honte, peur, et tout ça habité par une solitude si profonde, ça me crevait le cœur. Je suis venu la gorge serrée, les yeux pleins d'eau. Et je me suis dit, mais c'est pas ce que j'avais souhaité pour moi quand j'étais jeune. Comme vous tous ici aujourd'hui, moi aussi j'ai eu des rêves d'enfance, des rêves d'adolescent, des rêves de jeune homme. Et moi je rêvais d'être quelqu'un d'extraordinaire, je rêvais d'être quelqu'un de formidable, quelqu'un qui aurait toute l'admiration de sa famille, quelqu'un qui apporterait sa contribution à la société. Puis bon sang que j'étais loin de tout ça. Au contraire, il me semblait que je travaillais d'arrache-pied. Juste pour conserver le tout petit peu que j'avais, je me sentais constamment menacé par la vie. Alors cet après-midi-là, je me suis rendu chez moi, j'ai commencé à faire du lavage et derrière la porte d'armoire où est-ce que je rangeais le savon, il y avait un vieux calendrier dont les pages étaient toutes arrachées, il restait juste la photo. Et cette photo représentait un homme aux cheveux longs avec une barbe et un gros cœur rouge. C'est le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune. Oh, ça, c'est pas le Dieu d'alcoolique anonyme, c'est pas le Dieu que je vous suggère, c'est le Dieu que moi j'ai connu dans mon enfance. Vous savez, j'ai été élevé au Québec, vous savez de qui je parle. Et j'ai commencé à observer ce visage réveillait des choses en moi. Premièrement, ça réveillait en moi l'amour et la tendresse de ma mère, cette femme que j'adorais. Ça réveillait en moi mon enfance, passablement heureuse. Mais ça réveillait aussi en moi ce malaise, cet éternel malaise, lequel j'étais incapable d'identifier, mais qui était toujours là, toujours présent. Puis je vais continuer à observer ce visage et soudainement, je vais avoir la révélation de ce que je suis, de ce que je vais devenir, mais sans savoir quand ou comment. Mais tout de suite, là, il y a de l'espoir qui va s'installer dans mon cœur. Pour au-delà de ce visage, je vais commencer à espérer, avoir de l'espoir. Puis, j'ai commencé à espérer de l'amour, de la joie, du bonheur. Puis j'ai été exaucé parce qu'au-delà de ce visage, il y aura plus tard vos visages. Cet accueil que j'ai eu dans Alcoolique Anonyme. Et je me suis souvenu que ma mère me disait quand j'étais tout jeune, à la veille d'un examen à l'école ou quand je souhaitais quelque chose profondément, ma mère elle me disait « Demande au petit Jésus qui vienne t'aider ». Alors tout de suite cet après-midi-là, j'ai pris la décision formelle de demander à Dieu de venir changer ma vie.
Et le lendemain, dans ma chambre à coucher, je me suis agenouillé et j'ai demandé à Dieu de venir changer ma vie. Et l'après-midi, dans ma voiture, je vais demander à Dieu de venir changer ma vie. Et le soir, avant de me coucher, ou plutôt le lendemain matin, avant de me coucher, je vais demander à Dieu de venir changer ma vie. Sauf qu'il me semble que je suis pas en contact réel avec Dieu. Prier dans ma chambre à coucher, c'est pièce qui avait été le théâtre de plusieurs activités, me semblait que c'était pas tellement l'endroit pour prier. Dans ma voiture, où je passais plus de temps à consommer qu'à conduire, là non plus. Et je passais tous les matins devant mon église paroissiale, laquelle m'avait expulsé des enfants de cœur à l'âge de 9 ans, parce que j'avais tout bu de vin de messe. Là non plus, j'étais pas enclin à retourner là, à aller prier. Alors j'ai commencé à chercher, puis j'ai trouvé l'oratoire Saint-Joseph. Et j'ai commencé à aller là 2-3 fois par semaine. Et je rentrais dans cette immense église, je regardais ce Christ sur la croix qui était là dans toute sa gloire, qui semblait dominer toute la montagne, et je lui disais, Seigneur, accorde-moi le bonheur. Seigneur, crée un événement qui va faire en sorte que je vais devenir heureux. Ou tout simplement, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin qui va savoir me rendre heureux. Parce que voyez-vous, pour moi, à l'époque, le bonheur n'avait que 2 significations. Ou que je gagnais à 6,49, ou que je rencontrais le grand amour. Parce que le bonheur pouvait pas venir de l'intérieur. Il fallait que ça vienne de l'extérieur, par le biais d'une personne ou d'un événement. Puis là, je sortais dehors, puis du haut de la montagne, je regardais toute la ville de Montréal, puis je disais, vous m'aurez pas, mes écœurants. À qui je m'adressais, j'en avais aucune espèce d'idée. Mais vous savez, quand on est aussi malheureux, on a l'impression qu'il n'y a personne qui nous aime. On a l'impression qu'il n'y a personne qui souhaite notre bonheur, qu'au contraire, tout le monde nous veut du mal et on devient vite en guerre contre la race humaine. C'était à la fin de 1985. Et toute l'année de 1986 va se poursuivre ainsi. Et un bon jour, au mois d'août de 1987, ma mère va m'appeler pour me demander d'aller reconduire mon père à l'hôpital. S'il y avait une chose que je voulais pas, c'est de me retrouver seul avec mon père. Cet homme avec qui j'avais été en guerre toute ma vie, dont le seul souvenir j'avais, c'est son regard rempli de honte et de déception lorsqu'il me regardait. Et je m'étais dit, tu veux pas m'aimer, moi t'en donné une des raisons pour pas m'aimer. Puis il a pas cru ça, lui. Alors que me trouver ça avec mon père, c'était pas souhaitable. Mais ma mère, elle a réussi à me convaincre. Et en route vers l'hôpital, Dieu merci, on se parlera pratiquement pas, mais une fois rendu à l'hôpital, on attendait qu'on nous désigne une chambre, il m'est venu une idée, de dire à mon père que je l'aimais. Alors je suis allé à la salle de bain pour aller faire une prière pour demander à Dieu de venir m'aider à dire à mon père que je l'aimais. Et quand je suis sorti de la salle de bain, on nous a désigné une chambre et en route vers l'ascenseur, j'ai dit à mon père, tu sais papa, je t'aime beaucoup, hein. Mon père m'a répondu, moi aussi Michel, je t'aime beaucoup. Dieu merci que je lui ai dit, car il est décédé quelques heures plus tard. Ce geste va contribuer grandement à ma liberté. Quelques jours plus tard, au salon mortuaire, je vais regarder mon père dans son cercueil, puis je vais lui dire, tu vas voir, papa, un jour, là, tu vas me regarder de là-haut, tu vas être fier de moi. Tu vas voir, papa, un jour, là, tu vas me regarder de là-haut, tu vas dire, ça, c'est mon gars. Tu vois, papa, un jour, m'a changé. Mais je vais changer quoi, moi? Voyez-vous, j'étais capable d'avouer à une dépouille mortelle que j'avais un problème, mais j'étais incapable de me l'avouer à moi-même. Un bon matin, au début de 1988, je sors de la douche, je suis en train de me raser, puis il y a de l'eau qui me dégoûte sur le visage. Alors je vais prendre ma serviette, m'essuyer les cheveux, puis je vais me rendre compte que c'est pas les cheveux qui dégoûtent, mais plutôt des larmes qui coulent. Puis je vais éclater en sanglots. Et ce même après-midi-là, je vais me rendre à l'oratoire, je vais dire, Seigneur, ça fait tout de même 2 ans que je viens ici, que je te supplie de changer ma vie, de m'accorder un bon bonheur. Comment se fait-il que tu fais rien pour moi? Quelques semaines plus tard, je rencontre un de mes bons chums, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Écoutez, quand je dis un bon chum, pour moi, à l'époque, un bon chum, c'était quelqu'un avec qui j'allais d'un bar prendre un verre, on se passait le sac, chacun notre tour, on allait aux toilettes, puis quand le sac était vide, on s'en allait chacun de notre côté. Ça, c'était un maudit bon chum. Alors, je lui dis, salut Sébastien, je dis, comment ça va? Je dis, moi donc, viens-tu dîner à la brasserie? Il dit, non, il dit, j'attends ma blonde. Je dis, ah, parce que t'as une blonde à ça. Ben, il dit, en fait, il dit, on est fiancés. Je dis, ah oui, il dit, ben oui, il dit, on se marie au mois de juin. Ben, je félicitations. Il dit, ben oui, il dit, on s'est passé un petit commerce. Il dit, ça va très, très bien. Ben, je suis content pour toi. Je pars, j'embarque dans ma voiture, vous pensez que je m'en vais? À l'oratoire Saint-Joseph. Puis j'arrive là, coup de pied d'un porte, puis je le regarde, lui, ça, dans toute sa gloire, puis je dis, coudonc, toi. Ça fait 2 ans que je viens ici, que je te supplie de changer ma vie, de m'accorder un peu de bonheur, puis tu donnes tout aux autres, que je t'ai fait, moi. Si tu veux rien savoir de moi, dis-moi-le, fais-moi un signe, quelque chose que je comprenne. Regarde, j'arrive de dehors, le temps, il est gris, puis ça regarde, il annonce de la pluie. Ça fait que j'ai dit, quand m'a sorti s'il pleut, là, j'aurais compris, puis plus jamais tu vas me revoir la face, plus jamais tu vas entendre parler de moi. T'as compris, ça? Ça fait que j'entends une voix dans mon cœur, que je comprendrai, c'est la voix de mon subconscient. Et cette voix me dit, Michel, arrête de consommer. C'est à moi que tu dis ça? Je viens de te dire je suis malheureux. Je viens de te dire je m'ennuie pour mourir. Tu me demandes d'arrêter la seule chose qui m'apporte un peu de joie dans ma vie. Je veux pas faire un prêtre, encore moins un missionnaire. Je veux juste être heureux. C'est clair, ça? Michel, arrête de consommer. Ben, il est-tu drôle d'arrêter de consommer? Qu'est-ce que je vais faire pour consommer à Noël quand tout le monde est sur le party? Qu'est-ce que je vais faire pour consommer au jour de l'an alors que la terre entière sable le champagne? D'autant plus qu'il restait juste 12 ans avant l'an 2000. Déjà, je commençais à me préparer.
Qu'est-ce que je vais faire pour consommer à ma fête? Qu'est-ce que je vais faire pour consommer les premières journées chaudes du printemps alors que tout le monde sur les terrasses peut prendre une bonne bière? Qu'est-ce que je vais faire pour consommer l'été en bateau sur la plage? Qu'est-ce que je vais faire pour consommer quand on va m'annoncer une bonne nouvelle? Qu'est-ce que je vais faire pour consommer quand on va m'annoncer une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que je vais faire pour consommer quand je vais vivre? Seigneur, es-tu en train de me dire que je suis pas capable de vivre sans consommer? Et la première image qui m'est venue à l'esprit, j'avais 15 ans, je faisais du ski alpin dans les Laurentides, et malheur à celui qui embarquait sur une monte-pente avec moi, qui avait pas son joint de prêt à allumer. Alors tout de suite, je vais faire un inventaire de ma vie, à chercher un moment, une situation, un endroit, une fréquentation, où est-ce que la consommation était pas présente. J'y arrivais pas. La consommation était présente partout. Je suis parti bouleversé parce que je venais de découvrir là. J'ai sorti dehors, le soleil brillait. J'ai regardé Montréal, je m'aurais pas mes écœurants. Mais là, je me suis dit, pas d'allure, je suis tout de même pas un clochard, je suis pas d'impact, là, j'ai une bonne job, un appartement, des biens, automobiles, je fonctionne dans la vie. Ben oui, peut-être que je consomme un peu plus que les autres, mais c'est parce que j'ai ces opportunités-là de pouvoir en procurer facilement. Et si une conclusion à tirer de tout ça, c'est que je vis dans l'abondance, il y a bien du monde qui aimerait ça être à ma place. Puis là, j'ai commencé à me comparer. Jusqu'à lui, il consomme, puis il est heureux. Regarde, elle consomme, ben elle est heureuse. Parce que le gazon paraît toujours plus vert chez le voisin, hein. Mais là, je suis allé plus loin que ça. Je suis allé jusqu'à demander ouvertement à certaines personnes, coudonc, toi, trouves-tu que j'ai un problème? Quoi, toi, Michel? Ben, jamais dans 100 ans. Un sinon qu'il n'y a pas de problème, c'est bien toi, toujours gentil, poli, courtois, toujours prêt à rendre service. Quand est-ce qu'on te voit t'engueuler avec quelqu'un? Jamais. Ben non, t'as pas de problème certain. Ah ben, j'étais soulagé. Sauf que, on me disait ça alors qu'il était 6 heures du matin, nous étions tous à table bien en train de consommer avec un verre à la main. Puis là, il y a des matins, je me testais, je me regarde dans le miroir. Je dis, regarde-toi, Michel, là. T'as les traits tirés, des yeux cernés, fatigué, épuisé. Tu peux pas continuer ainsi. Juste pour aujourd'hui, là, consomme pas. Juste pour aujourd'hui, là, arrive après le travail, fais-toi un bon repos, là. Puis couche-toi de bonne heure, t'en as tellement besoin. Fais-les pour toi. Fais-les par amour pour toi, parce qu'il y a pas personne qui t'aime sur cette terre. Il y a juste toi qui peux t'aimer. Fais-les pour toi, mon gars, t'es capable. Vous savez, cette sincérité-là, elle venait du plus profond de mon cœur. Mais savez-vous quoi? Avant qu'il fût midi, j'avais déjà fumé un premier joint, fait une première ligne, fumé un premier joint, fait une première ligne pour un premier verre. Merci beaucoup, Michel. Quelle belle introduction. T'as parlé de plein de choses, t'as parlé de ton père. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, des auditeurs, mais moi, je me reconnais quand tu parles de ton père. J'ai hâte d'en savoir plus, puis on va aller à la pause, puis on revient pour le deuxième segment. Merci d'être là, Michel. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte provenant de la littérature des AA. Aujourd'hui, c'est tiré des réflexions quotidiennes. Je vous lis la réflexion du 4 décembre qui s'intitule « À l'œuvre ». Il y a plus chez les AA qu'un ensemble de principes. Il s'agit d'une association d'alcooliques engagés dans l'action. Nous devons transmettre le message si nous ne voulons pas dépérir nous-mêmes ou laisser mourir ceux qui n'ont pas connu la vérité. Ça, c'est une réflexion de Bill à la page 13. Je voulais désespérément vivre, mais pour cela, je devais appliquer ce programme qui nous a donné Dieu. Je me suis joint à un groupe, j'ouvrais la salle, je préparais le café et je nettoyais après la réunion. J'étais abstinent depuis environ 3 mois lorsqu'un ancien membre m'a dit que je faisais la 12e étape. Quelle découverte réconfortante. J'avais le sentiment d'être vraiment en train d'accomplir quelque chose. Dieu m'avait donné une chance et les AA m'avaient montré la voie. 2 cadeaux non seulement gratuits, mais inestimables. Quand je vois avec plaisir un nouveau se rétablir, je me rappelle d'où je viens et où j'en suis maintenant et je songe aux possibilités sans fin qui m'attendent. Je dois assister à des réunions pour recharger mes batteries afin de ne pas manquer de lumière quand j'en aurai besoin. Je ne suis toujours qu'un débutant dans les services, mais j'ai déjà commencé à recevoir plus que je donne. Je ne peux rien conserver de cela à moins de le redonner. C'est moi qui suis responsable quand quelqu'un tend la main. Je veux être là, abstinent. Quelle belle réflexion aujourd'hui. Alors, on poursuit maintenant avec le partage de Michel qui est en train de nous parler du fait d'arrêter de consommer, puis la voix lui parlait, etc. Fait que je te laisse la parole, Michel. On poursuit. Alors, on est rendu au mois de novembre de 1988. Un bon matin, je me lève. Je me lève pas. Il est 9h et je suis dans ma salle de bain. Il est environ 9h et j'ai
j'essaie de mettre de l'eau dans ma narine de droite pour la débloquer parce que celle de gauche saigne. Puis je vais prendre une gorgée d'alcool, puis je vais pencher la tête derrière pour faire passer l'alcool. Et en me penchant la tête derrière, je m'aperçois dans le miroir, puis je vois l'alcool qui coule de chaque côté de ma bouche, l'eau qui coule de ma narine de droite, le sang qui coule de ma narine de gauche et les 2 larmes qui coulent de mes yeux. Puis j'ai tombé à genoux, puis j'ai crié « Seigneur, viens chercher ma vie parce que moi, j'ai pas le courage de vivre. » Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard sur le plancher de ma salle de bain. J'ai pris ma douche, puis je suis parti chez mon pocheux parce que pour moi, c'était terminé. Je m'avouais vaincu. J'étais plus capable de me battre contre ça. J'acceptais d'en souffrir et d'en mourir. Le même soir, je rencontre un autre de mes bons chums. Je dis « Hey, salut, veux-tu me dire où c'était, toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Ah, il dit « Parle-moi-en pas. » Il dit « J'arrive de faire une thérapie. » Je dis « Qu'est-ce que c'est ça? » Ah, il dit « J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé, qui m'ont parlé, mais surtout qui m'ont écouté. Puis gars, j'ai un beau médaillon. Il dit « Fait 30 jours, j'ai pas consommé. Puis dans un an, je vais prendre un beau gâteau. Puis ma vie est remplie de projets. D'ailleurs, il dit, je retourne à l'université. » Puis ce qu'il y avait dans les yeux, moi, je le voulais. Et je me souviens, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment se fait-il que lui, il y a du monde qui l'aide, puis moi, il n'y a jamais personne qui m'a aidé. Alors, il me dit, tu sais, Michel, il y a une réunion de midi, j'aimerais ça, tu pourrais venir avec moi. Ben, ça peut t'aider, ça va me faire plaisir. Mais je t'avise tout de suite, j'embarque pas dans rien, puis je saigne rien, là. Il dit, non. Ça fait qu'on arrive là, c'est sur le boulevard Gouin, puis j'ai trouvé que les gens étaient pas mal logés, puis étaient bien mal habillés. Puis là, il y avait un grand en avant qui était conférencier qui a commencé à nous raconter que quand il était chaud, il volait des autobus de STEM à Montréal. Puis la police le courriait partout, mais ils l'ont jamais pogné. Là, je me suis dit, si la police de Montréal n'est pas capable de pogner un gars chaud avec un autobus, on est bien mal à manger, vous pensez pas? Après ça, il a commencé à nous raconter qu'un bon matin, il était chaud, puis il a accompagné un de ses amis à la cour municipale de Montréal, puis il s'est fait passer pour son avocat, puis il a plaidé sa cause, puis il a gagné sa cause. Là, j'ai tout l'air d'une cruche, coudon. Ça fait que j'ai dit à mon chum, moi, je vais y aller, j'ai d'autres affaires à faire. Il dit, OK. Il me rappelle le lendemain pour aller faire une autre réunion. Je pars à rire, je gage, j'ai pas le temps pour ces niaiseries-là, là. J'ai d'autres choses à faire. Il dit, tu sais, Michel, il y a d'autres réunions, dont certaines qui ne parlent que de la cocaïne. Ah oui? Ah bon? C'est où ça? Puis il me donne l'adresse. C'est la rue Broadway, Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Il dit, tu veux, on peut y aller ensemble. Ah, non, je dis, oublie ça, là, va à ta réunion, là, ça m'intéresse pas, cette affaire-là. Il dit, OK. Sauf que j'ai gardé l'adresse. Et je suis allé à cette réunion-là. Pourquoi? Ben, écoutez, il fait 15 ans que je sniffe à tous les jours. J'ai certainement un problème. Mais aller là avec un autre être humain, c'est lui avouer que j'ai un problème, ce que j'étais dans l'incapacité de faire. Parce que voyez-vous, toute ma vie, j'ai toujours tout fait pour vous convaincre que ma vie est un succès. Comment voulez-vous que j'arrive un jour et que je vous avoue que ma vie est un échec? Je pouvais pas faire ça. C'était impossible pour moi. Alors j'arrive là, puis j'ai trouvé que les gens étaient plus jeunes, étaient mieux habillés, puis il y avait une jeune femme qui était conférencière, dont j'ai adoré le partage. Elle parlait avec son cœur de choses vraies auxquelles j'étais capable de m'identifier. Mais ce qui m'avait encore plus impressionné, c'est qu'il y avait un jeune homme qui remettait un gâteau de 1 an à son frère. Ça m'avait profondément touché parce que j'ai 2 frères avec lesquels j'ai jamais eu de relation. Je suis parti de cette réunion-là emballé. C'est le 13 novembre 1988. Jamais plus je reconsommerai de l'alcool. C'est drôle, ils n'ont pas parlé d'alcool du tout ce soir-là. Sauf que la jeune femme, dans son partage, a parlé de détermination, de courage, des défis personnels. Et que de plus grands défis personnels pour moi que de cesser de consommer de l'alcool. Parce que ce matin, vous avez quelqu'un devant vous qui, à l'âge de 8 ans, arrivait de l'école, il regardait ses dessins animés avec un verre d'alcool caché sous le fauteuil. Puis c'est pas parce que j'aimais le goût, mais bon sang que ça faisait du bien. Moi, j'ai commencé ma vie comme ça. Et quelques années plus tard, je vais découvrir les drogues et tout ça va m'accompagner de façon quotidienne toute ma vie. Alors moi, je vais retourner à cette réunion-là. Et bonsoir, j'arrive, puis il y avait des gens qui distribuaient des pamphlets à l'entrée sur une thérapie ou un intensif. Il me semblait que c'était contraire aux lignes de conduite, mais moi, je me mêle de mes affaires. Et quand est venu le moment de la discussion, il y en a un qui se lève, puis il dit, il y a des crasseurs dans la place. Oh ben, mon cher enfant, j'ai pris mon coat, puis je suis parti. Parce que voyez-vous, le seul crasseur qu'il y avait dans la place, c'était moi. Le seul qui avait consommé de façon si abusive, c'était moi. Le seul qui en valait pas la peine, c'était moi. Alors, je suis retourné à ma petite routine, à me promener des nuits entières, à écouter de la musique, puis à fumer mon joint, puis à me créer des scénarios, ce que j'en venais à connaître le bonheur, parce que je me disais, si j'ai pas droit au bonheur, il n'y a pas personne qui va m'empêcher d'y rêver. Puis je vais continuer comme ça jusqu'au mois d'août 1989. Et un bon matin, je vais glisser en bas de mon lit, puis je vais dire, Seigneur, si j'ai pas droit au bonheur, je l'accepte. Mais au moins, fais-moi connaître des gens qui, tout comme moi, sont seuls, qui sont malheureux, avec qui je pourrais partager. Et quelques heures plus tard, je me retrouve dans une librairie sur la rue Saint-Denis et j'entends 2 gars qui parlent de narcotiques anonymes. Je m'approche pour mieux les écouter, puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit, moi, depuis que je connais le mouvement, il dit, ma vie a tellement changé, je suis tellement plus heureux. L'autre avait des commentaires semblables, ça fait que je pars, comprends-tu, j'avais une cabine téléphonique, parce qu'à l'époque, des celles-là, il n'y en avait pas. Puis, je regarde un page pour narcotiques anonymes, il n'y avait rien. Je fais,
Puis je fais le 411, puis on me donne un numéro, puis j'appelle, puis c'est un numéro Richard qui me répond. Il me dit, justement, il dit, on a une réunion ce soir, il dit, c'est à la maison Jean Lapointe, ça s'appelle le Cap de l'Espoir. Ça fait que je me rends là. Puis il y avait beaucoup de monde, puis il y avait une chaise de libre juste à côté de la porte, ça fait que je me suis garoché dessus pour attirer l'attention. Puis là, je trouvais ça drôle, les gens allaient lire des textes en avant, puis on les applaudissait. Je me suis dit, ça leur prend pas grand-chose, il faudrait pas qu'il y en ait un qui se mette à chanter, ça serait bien l'euphorie. Après ça, il y a eu le secrétaire de qui, je ne sais pas, mais là, je regrettais d'être arrivé si juste, j'aurais aimé ça arriver avant pour pouvoir rencontrer le propriétaire ou le gérant pour payer un surplus, qu'on règle ça une fois pour toutes. Il me semble que ça fait longtemps que j'attends pour être heureux, là. Après ça, il y a eu le conférencier, lequel j'ai pas tellement écouté parce que j'étais trop préoccupé à observer vos visages. Puis je regardais tous ces visages souriants, le teint clair, les yeux qui brillaient, mais je me suis dit, c'est pas des drogués, ça. Ça doit être une religion, une secte. Sauf que je me sentais bien dans cette salle. Il y avait quelque chose qui m'incitait à y retourner. Et je vais comprendre plus tard ce qui m'incitait à y retourner, c'est la spiritualité. Puis quand je parle de spiritualité, ici, je parle pas des prières qui étaient récitées, mais plutôt du silence qui était respecté. Hein. La spiritualité dans une salle de AA débute toujours avec le silence. Avec moi, je vais retourner là, puis je pars tout après le partage, parce que c'est assez peur qu'il me demande ma carte de membre. J'embarque dans ma voiture, j'allume mon joint, puis en route, je suis vers chez moi. Puis là, on est rendu au mois de septembre, octobre, novembre, ça va bien. Mais là, il y a deux mots qui m'agacent, qui sont dits lors de remises de porte-clés, de remises de médaillons, de gâteaux, certains témoignages. Ces deux mots sont abstinence totale. Là, je me dis, tu ne diras pas que tu sommes mon monde. Là, fume pas un joint de temps en temps, pas un verre de vin, quelque chose. Voyez-vous, Narcotique Anonyme n'a pas pu me passer son message. Puis pas tout de suite en tout cas. Pourquoi? Parce que j'étais un riche. Quand je parle de riche ici, je parle pas d'argent. Hein, ils disaient heureux les pauvres car le royaume est à eux. J'étais riche, c'est-à-dire j'étais rempli de moi-même, rempli de mes convictions personnelles et j'étais persuadé de tenir la vérité, moi. On appelle ça l'orgueil. Faire attention, c'est très subtil l'orgueil, car pour nous au Québec, nous apprendre l'humilité, on nous a appris l'humiliation. Alors quand on entend parler d'orgueil, on prend nos distances. Mais laissez-moi vous dire, mes amis AA, que si j'ai pas chuté dans mes 5 premières années, c'est certainement grâce à mon orgueil, parce que des étapes, il n'y en avait pas. C'est pour ça que je dis toujours l'important d'abord, c'est de ne pas consommer. Le programme sera bien rentré dedans à un moment donné. Alors, j'étais orgueilleux, c'est-à-dire j'avais cette prétention de pouvoir régler mon problème seul. Puis là, on est rendu au mois de janvier 1990. Et un bon soir au travail, les employés riaient puis se moquaient de moi. Puis, finalement, il y en a un qui me dit « On t'a mis de l'alcool dans ton Perrier toute la soirée. » C'est sûr qu'il n'avait même pas mis suffisamment pour que j'y goûte, mais je me suis senti profondément trahi. Mais plus que jamais dans ma vie, je me suis senti aussi seul. Je suis parti ce soir-là, j'ai pleuré toute la nuit. C'était comme la confirmation que je serais seul toute ma vie, qu'il n'y aurait jamais personne qui m'aimerait. Le lendemain, j'étais arrivé à l'oratoire, peu importe, puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, c'est la dernière fois que tu me vois ici. Les seules personnes en qui j'avais confiance, ils ont retourné contre moi. Puis depuis 2 ans que je te demande de l'aide, puis t'as jamais été là pour moi. J'ai dit, salut. Je suis parti, puis je suis arrivé au travail. J'étais au vestiaire en train d'enlever mon manteau, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné et tous les employés étaient là. Puis il y en a un qui a pris la parole, puis il dit « Michel, on s'excuse pour hier soir. C'est un geste irréfléchi qu'on regrette beaucoup. On a discuté entre nous, puis probablement qu'on est jaloux de toi. Tu fais quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. » Parce que voyez-vous, eux, ils étaient sous l'impression que j'étais abstinent totalement. Alors je les ai remerciés, j'ai accepté leurs excuses, et de la fenêtre du vestiaire, je pouvais voir l'oratoire au loin. J'ai dit « Comme ça, j'aime trop fort. » J'ai rien vu. Le même soir, j'embarque dans ma voiture, j'allume mon joint, je m'en vais chez moi. Et en route vers chez moi, pour la première fois, je vais parler à mon père. Puis je vais dire, papa, si tu me vois, si tu m'entends, de grâce, viens m'aider. Crée un événement ou mets quelqu'un sur mon chemin qui va faire en sorte que je vais arrêter de consommer. Puis j'entends la voix de mon père qui me dit, Michel, il y en a juste un qui peut le faire. C'est toi, puis t'es capable. J'ai jeté mon joint par la fenêtre. Je me suis rendu à la maison, je me suis couché, puis le lendemain matin, j'ai glissé en bas de mon lit, puis j'ai dit, Seigneur, pour la première fois de ma vie, je veux mettre tout mon courage, toute ma détermination, toute ma force, toute mon énergie pour ne pas consommer. Je te demande pas de le faire pour moi, puis je te demande pas de venir m'aider. Tout ça, je te demande, c'est de m'accompagner. Ensuite, je vais ouvrir le gros livre des AA, puis je vais vite m'apercevoir, ça fait des années que j'ai pas lu un livre, j'ai perdu toute concentration. Ça va me prendre plusieurs heures de lire 7 pages. Ensuite, je vais aller à l'oratoire, mais je vais m'asseoir là, puis je prierai pas, je vais juste rester assis là parce que je vais me sentir en sécurité là. C'est le 21 janvier 1986. Merci Michel. Écoute, on va aller à la pause, j'ai hâte d'en savoir plus. On va reprendre tantôt au 21 janvier 90, si tu me permets. Mais en date, en tout cas, c'est super... T'as parlé de belles choses, t'as parlé des excuses des employés qui étaient jaloux. C'est des choses qu'on entend quand ça fait un bout qu'on est dans le mouvement. La voix de ton père qui te parlait
En tout cas, moi, c'est merveilleux le moment qu'on passe en ce moment. Merci beaucoup, Michel. Fait qu'on poursuit tantôt. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 et suivantes jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est à Montréal et situé au bureau des services au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Et vos commentaires sont vraiment bienvenus. On a besoin de vous entendre. On a besoin de savoir s'il y a des choses qu'on doit améliorer. Alors, on poursuit avec le partage de notre invité Michel, qu'on était rendu au 21 janvier 90. Alors oui, on est le 21 janvier 1990. Il a neigé toute la journée, toute la soirée. Alors, quand j'ai eu terminé de travailler, je me suis rendu à la maison et en route vers la maison, je me suis dit, quand je vais arriver à la maison, je vais pelleter, je vais être fatigué, je vais me coucher, je devrais bien dormir. Alors, je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à pelleter en avant, en arrière, sur le côté, je suis rendu chez le voisin. Puis là, je rentre dans la maison en soir, puis là, je prends une bonne douche, puis là, savez-vous quoi? Péting! Je pète le feu! Là, j'ai un regain de vie, comprends-tu? Puis je regarde là, puis il est minuit et demi. Je me dis, je descends en ville, je vais arriver, il va être 1h. Lui, il est là, je pourrais y acheter quelque chose. Ben, j'aurais fait jusqu'à 1h du matin. C'est quand même très beau, vous pensez pas? Puis là, ça a fait, non, Michel, non, souviens-toi l'autre jour, le gars, quand il parlait d'honnêteté, c'est ça qu'il voulait dire. T'es encore en train de t'en passer une vite. Ah oui, shit. Puis là, je me suis mis de la fille dans la discussion qui disait, buvez du lait, ça calme. Ça fait que je suis allé chercher la peine de lait, puis j'ai bu du lait, puis j'ai mangé des cornflakes avec du lait, puis il n'y a pas assez de lait dans cette maison-là. Puis là, je me suis étendu devant la télévision, je tournais d'un bord puis de l'autre, puis je faisais du ressentiment contre toutes les postes de télévision qui avaient rien à offrir. Puis là, soudainement, j'ai ouvert les yeux. Je sais pas si j'avais dormi ou pas. Puis j'ai levé les yeux vers la fenêtre et j'ai aperçu la lueur du jour traverser les rideaux. Pour la première fois de ma vie, j'avais pas consommé pendant 24 heures. Puis là, j'ai senti un sentiment étrange, mais agréable. Je vais comprendre que c'est un sentiment de fierté. C'est physique, la fierté, vous savez. On ressent ça dans la colonne, dans les épaules, hein. Parce que voyez-vous, toute ma vie, j'avais toujours tout fait pour plaire aux autres, mais j'avais jamais rien fait pour Michel. Pour la première fois de ma vie, j'avais posé un geste d'amour envers Michel. Alors, je me suis dit, t'es capable de faire un jour, t'es capable d'en faire un autre. Puis c'est le même que j'ai commencé. Puis là, j'ai découvert que il y avait d'autres réunions, puis j'ai commencé à compter les jours. J'ai jamais pris un porte-clés du nouveau. Par contre, j'ai commencé à compter mes jours, mais moi, je comptais pas les jours. Je comptais les heures. Je peux vous dire que 720 heures dans 30 jours. Et un bon matin, je me suis levé, j'avais 30 jours d'abstinence. Je me suis levé, j'ai pris mon porte-clés. Puis je me suis avoué alcoolique. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres réunions, puis il y avait même des réunions de midi, puis il y avait de la littérature. Alors tout mon temps libre était consacré à AA et à la littérature de AA. Et un bon matin, je me suis levé, et puis j'avais 90 jours d'abstinence. Puis il y en a un qui s'est levé, puis il a dit 90 jours, 90 meetings. Alors, je suis parti chez nous, j'ai pris un crayon, un papier, puis j'ai commencé à compter combien de jours que je faisais. Et un bon matin, je me suis levé, puis j'avais 90 jours, 90 meetings, et là arrivait mon plus grand défi, c'est-à-dire de 90 jours à 6 mois. Ça, c'est long. Alors, j'ai décidé de consacrer mon temps libre à ma santé physique. J'ai commencé à courir, à nager, à prendre des vitamines pour mieux manger, pour mieux dormir. Et un bon matin, je me suis levé, j'avais 6 mois d'abstinence. Et jamais je m'étais senti aussi bien physiquement. Mais malheureusement, j'étais toujours aussi seul et malheureux. J'aurais tant aimé pouvoir parler avec un d'entre vous, mais j'étais incapable d'aller vers vous, et je vous ai pas tellement laissé la chance de venir vers moi. Un bon midi, je suis dans une réunion, et pour la première fois, on va me demander de faire une lecture.
Faut dire qu'on était juste 5 dans la salle, là. Et quand celui qui a fait de la lecture après moi a eu terminé, il est venu s'asseoir à côté de moi. Puis il dit, salut, il dit, mon nom est Sylvain. Viendrais-tu prendre un café avec moi? Ben, je dis, certainement. Puis on est allé prendre un café, puis on a parlé toute l'après-midi. Puis le soir, on est allé souper ensemble, puis on est allé faire une autre réunion. Finalement, Sylvain et moi serons inséparables pendant plus d'1 an et demi, jour après jour, 7 jours par semaine, du matin jusqu'au soir. Et moi, je m'étais jamais raconté à personne. J'avais jamais raconté à personne qui était Michel. Je me souviens un jour, ma mère m'avait surpris à pleurer dans la bibliothèque, puis c'était assise à côté de moi, puis elle m'avait dit, Michel, parle-moi. Dis-moi ce qui va pas. Je suis ta mère, je t'aime, tu peux me faire confiance. Il y avait tellement de honte et de culpabilité qui m'habitait que j'étais incapable d'ouvrir la bouche. J'étais incapable de me confier à la personne qui m'aimait le plus au monde, ma mère. Alors tranquillement, je vais commencer à raconter à Sylvain qui est Michel. Puis je vais sentir de l'accueil, de l'amour, de l'acceptation. Puis moi, j'avais jamais raconté mes rêves à personne, de peur qu'on me dise « Hey, pour qui tu te prends, petit cul, reviens sur la terre, laisse ça aux autres, des rêves semblables. » J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai raconté à Sylvain mes rêves. Et non seulement Sylvain trouvait mes rêves légitimes, mais il avait les mêmes rêves que moi. Plus jamais je ne serai seul. C'était l'été de 1990. Il faisait beau tous les jours. Et Sylvain et moi faisions au moins 2 réunions par jour, parfois 3. Puis on faisait le café ici, puis le ménage là-bas. Puis on arrivait toujours avant les autres pour pouvoir faire de l'accueil. Puis on s'est formé un groupe d'une dizaine de membres. Puis on se suivait partout. On déjeunait ensemble, on dînait ensemble, on soupait ensemble. On faisait des réunions ensemble, on prenait le café ensemble, qu'on a donc eu du plaisir. Puis c'était nouveau, tes nouvelles, je te souhaite cette magie-là que j'ai connue, moi, mes débuts. Et un bon matin, je me suis levé, j'avais 9 mois d'abstinence. Puis moi, Sylvain et moi, le seul but que nous avions, c'était d'aller chercher un gâteau d'1 an. Et un bon matin, je me suis levé, j'avais 1 an d'abstinence. Je suis parti, j'étais allé acheter les plus beaux vêtements pour prendre mon gâteau. J'ai pris mon gâteau ce soir-là. Je me suis rendu à l'oratoire pour remercier Dieu d'avoir mis le mouvement dans ma vie. Et j'ai pris mon gâteau ce soir-là. Avec toute l'humilité que j'avais, ça a juste pris un camion de transporter. J'étais persuadé qu'à partir de ce moment-là, je ne vivrais que dans la joie, le bonheur, la plénitude et l'abondance, et ça pour le restant de mes jours. Ça a duré 10 jours. Un bon matin, je reçois un appel d'une membre qui me demande pour aller partager. J'écoute, là. Je veux bien m'impliquer, prendre des tâches, me prendre un parrain, faire mes étapes, mais de là, aller me déshabiller devant de purs inconnus, je dis non, je vais laisser ça aux autres. Ben, elle dit, pense-y, je te rappelle dans 3 jours, si tu veux, mais mon idée était faite, hein. Ça fait que je compte ça à Sylvain, puis Sylvain dit, ben voyons, Michel, non seulement c'est un privilège de parler, de partager, mais tu sais jamais le mot, la phrase, la parole que tu vas dire qui peut sauver la vie de quelqu'un. Oh, ben là, je m'attendais pas à ça, par exemple. Ça fait que là, j'en parle à d'autres membres, tout le monde me disait la même chose. Ça fait qu'elle me rappelle 3 jours plus tard, j'ai dit, mais quelle sorte de réunion, tu sais, ça? Oh, elle dit, c'est une petite réunion à Longueuil. Elle dit, on est juste une poignée de membres. Elle dit, ça débute à midi, il y a 2 interventions, puis à 12h45, tout est terminé. Bon, mais dans ce cas-là, je vais y aller d'abord. Ça fait que j'arrive là, puis comme de fait, on est 7 ou 8 membres, et juste au moment de débuter, j'entends « Kitting, kitting ». Je me regarde d'abord, je te vois ce gars-là qui rentre avec ses grosses bottes, les cheveux longs, la barbe, les tatous, la veste de cuir, les chaînes, puis avec une grosse boîte. Puis il dépose ça sur la table, puis il nous regarde tous, puis il dit « Je prends mon gâteau de 5 ans aujourd'hui ». Ouais, tout le monde sont là. Félicitations, c'est beau. Ça fait que je me suis dit, il faudrait bien que je souligne ça dans mon partage. Ça fait que là, on m'annonce, puis il y avait une estrade sur laquelle je devais monter, là, puis là, je m'assois, puis juste au moment de m'asseoir, j'entends un bruit infernal de moteur. Je me lève la tête, puis l'autre dit « Ah ouais, mes chums sont venus pour mon gâteau. » Ils rentrent, ouais. Ils sont à peu près 50 motards. Moi, je veux m'en aller chez nous. Puis là, j'ai 25 minutes partagées, puis je tremble de tout mon corps, puis je regarde de chaque côté, ouais, s'il n'y a pas une sortie de secours que je peux emprunter. Puis là, ça fait 19 minutes, puis c'est assez, puis je viens pour descendre les marches, puis une espèce d'armoire à glace, 6 pieds 4, 300 livres, des cheveux longs, la barbe, les tatous, la veste de cuir, les chaînes. J'ai dit, ça y est, je mange une volée. Il me pogne dans ses bras, il dit, t'es un hostie de beau bonhomme. Ah, moi, c'est bien simple, je voulais mourir. Puis là, tout le monde me demandait mon numéro de téléphone. Mais je me dis, je parlerai pas à tout ce monde-là d'une journée, mais c'était pour me demander d'aller partager. Puis là, je vais commencer à partager à Montréal, ça arrive sud, puis ça arrive nord, puis en région. Puis j'étais de plus en plus impliqué, hein. Je remets le porte-clés du nouveau ici, j'anime le meeting du nouveau là. Puis bon matin, je me lève, j'ai 2 ans d'abstinence. Mon gâteau sera pas plus grand, il va juste avoir un étage de plus. Et un bon matin, je reçois un appel pour on me demande d'aller partager dans un congrès. Oh ben là, j'étais impressionné. J'ai dit, ça fait que là, j'appelle tout le monde, je leur dis, pas à personne, mais quand tu vas voir Michel B, c'est moi. Ça fait que tout le monde sait qu'il faut que personne n'en parle à personne. Là. Puis là, je suis rendu secrétaire ici, secrétaire là, trésorier ici, trésorier. Je commence à être quelqu'un, moi, là dans le mouvement, là. Puis un bon matin, je me lève, j'ai 3 ans d'abstinence. Puis là, on m'appelle pour on me demande d'aller partager dans un congrès en Ontario. Ben, ça y est, je suis devenu une célébrité.
Puis là, j'ai à peu près 25 filleuls, puis je donne l'heure à tout le monde. Me semble que t'as juste à me toucher, puis tu te rétablis. Là, je marche pas, je flotte, comprends-tu? Puis un bon matin, je me lève, j'ai 4 ans d'abstinence. Puis là, je dis, ça y est, je connais tout, je sais tout, j'ai tout entendu, j'ai tout vu. Et là, je rentre dans la salle de meeting, je reste sur le seuil de la porte, je regarde qui partage. Ah, pas lui, ça s'est tanné de l'entendre. Ah, pas elle, est assez plate. Puis quand c'est quelqu'un que je connais pas, mais là, j'accepte de rester, sauf que j'écoute pas, parce que je suis trop préoccupé à observer, pas vos visages cette fois-ci, mais votre linge. Tiens, il y a encore la même chemise que la semaine passée, lui. Tiens, lui pis ses bottes de cowboy, il sait pas que c'est plus à mode. Tiens, rendu qu'elle sort avec lui. Pas plus tard que la semaine passée, elle était avec l'autre. On se promène dans narcotique, dans AA, madame, hein? C'est pas un buffet ici, là. Puis quand j'ai passé tout le monde, ben, je sors dans le corridor, je m'en vais retrouver mes semblables, les guéris. On l'a l'affaire, nous autres. On juge pas, on condamne. Là, j'ai 4 ans et demi d'abstinence. Écoutez, on est tous des êtres humains, puis il arrive parfois dans la vie qu'il y a des gens pour lesquels on a beaucoup d'admiration, qu'on aime beaucoup, sincèrement, et on pense que c'est réciproque, et c'est pas le cas. Et quand on découvre ça, ben ça nous fait beaucoup de peine. Alors je suis seul chez moi devant mon ordinateur, puis j'ai de la peine, je pleure. Puis il y a de la porte du garde-robe à ma gauche qui est entrouverte, et j'aperçois cette bouteille de cognac qui est là par terre. Cette bouteille de cognac que j'avais achetée il y a de ça plusieurs années à Noël pour ma famille, pensant que tout le monde buvait comme moi je buvais, qui était restée là intacte, intouchée. Et il me semble que seule cette bouteille de cognac peut soulager ce mal intérieur dont seul vous pouvez comprendre de quoi je parle quand je parle de ce mal intérieur qui nous déchire les tripes. Alors je suis parti, puis je suis allé dans ma chambre à coucher, je me suis agenouillé, j'ai demandé à Dieu de venir m'aider. Je me suis couché le lendemain matin, quand je me suis levé, ça a fait, tu serais bien mieux d'aller faire une réunion, toi. Alors, en route vers le 500 Mont-Royal, pour ceux qui s'en souviennent, je m'en vais là, puis je me dis à moi-même, c'est bien, là, j'ai 4 ans et demi d'abstinence. Ça fait que ça prend un gars qui partage, puis qui ait au moins 5 ans d'abstinence. Alors, j'arrive à la réunion, puis c'est un gars qui partage. Bon. Mais la première chose qu'il nous dit, c'est qu'il y a 10 mois d'abstinence. Ben voyons donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces 10 mois? Hey, j'ai 4 ans et demi. Ça fait que je viens pour me lever pour partir, mais là, je me suis souvenu des paroles de Yvan P. qui avait dit à mes tout débuts, si t'es nouveau, t'es nouvelle, assis-toi, écoute, puis ferme ta gueule. Oh, j'ai été insulté, mais de quel droit? Ouais, si on parle au monde comme ça, surtout au nouveau. Mais même, au même moment, j'ai réalisé que tous ceux et celles qui avaient été là, puis qui avaient appliqué ça, étaient encore là. Alors, je me suis rassis, j'ai écouté, puis j'ai fermé ma gueule. C'est bon. Écoute, on va poursuivre parce que j'ai hâte de savoir, là, faut aller à la pause, malheureusement, mais on reprend tout de suite bientôt pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le meeting avec le conférencier de 10 mois. J'ai bien hâte d'en savoir plus. Merci vraiment, Michel. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, consultez le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve. Surtout, appelez. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider et surtout vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne et sur Zoom et par téléphone sont offertes. Il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors on poursuit avec le partage de Michel qui est en train de nous parler d'un meeting qui était avec un conférencier qui avait 10 mois de sobriété. Je te laisse la parole, Michel. Alors ce jeune homme qui avait 10 mois d'abstinence m'a fait réaliser pour la première fois à quel point j'étais égocentrique. Je m'étais jamais vu comme ça. D'ailleurs, ce partage-là du jeune homme de 10 mois est certainement le partage le plus profitable que j'ai eu dans ma vie, parce qu'il m'a fait réaliser à quel point j'étais égocentrique, puis je m'étais jamais vu comme ça, parce que j'étais gentil, poli, courtois, toujours prêt à rendre service. Mon père, tout ça est rempli de soi-même. Je suis parti bouleversé parce que je venais de découvrir là. J'ai sorti dehors, j'ai regardé dans le ciel, et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. J'étais devenu pauvre. C'est cette pauvreté d'esprit dont j'avais tant besoin pour ouvrir à des vérités profondes. Je suis parti de cette réunion-là et j'ai commencé à changer
vers une autre vérité. Je me souviens un jour, j'ai demandé à mon filleul, est-ce que tu as la foi? Puis il m'a dit, ben oui, Michel, j'ai la foi. Mais j'ai dit, pourquoi tu dis que tu as la foi? Ben, il dit, écoute, il dit, il y a les oiseaux, les animaux, la terre, le soleil, la lune, les astres. On sait bien que c'est pas l'homme qui a créé ça. Il dit, je crois à une puissance supérieure qui dirige l'univers. Mais c'est pas ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est pas croire en l'existence de Dieu. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. Avoir confiance en Dieu. D'ailleurs, comment veux-tu faire une troisième étape si tu n'as pas confiance? C'est le même mot. Mais là, j'entends des voix silencieuses qui me disent « Hey, tout lui, pis c'est bon d'usurie, viendra pas nous sciller les oreilles avec ça matin. » Ben écoutez, est-ce que la question de Dieu est une question stupide réservée aux fanatiques? Si c'est le cas, il faudrait dire que Chopin était stupide, c'est bon, pourtant il y avait de la foi. Beethoven avait de la foi, puis il croyait en Dieu. On peut nommer des génies comme ça toute l'après-midi. Les explorateurs, les libérateurs de peuple, les conquérants avaient tous une relation avec Dieu. Mais là, tu vas me dire ça, c'est dans l'ancien temps, on est en 2022, parle-moi d'autres choses. Certainement, Bill Gates, concepteur de Microsoft, qui est un génie et un des hommes les plus riches au monde, il a la foi, il a une vie chrétienne, lui et sa famille. Par contre, Einstein ne croyait en rien. Alors, vous voyez, on n'est pas plus avancé. Pourquoi? Parce que la question de Dieu n'est pas une question d'intelligence du cerveau. La question de Dieu est une question d'intelligence du cœur. Et le cœur a des raisons que la raison comprend pas. Alors, venez pas me dire que c'est stupide, Quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, la première chose qu'il a fait, c'est une prière à Dieu. C'est tout de même pas des fous qui sont arrivés sur la Lune. Mais là, je t'entends encore et tu me dis, ouais, ben, ce qui était ton Dieu d'abord quand mon père me battait? Où était ton Dieu quand ma mère m'abandonnait à l'orphelinat? Où était ton Dieu quand j'ai connu la maladie? Je peux pas te répondre. Je suis juste un être humain. Par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, Michel, j'ai connu des gens qui sont arrivés à qui ont passé la moitié de leur vie ou la majeure partie de leur vie en prison, qui ont connu que violence verbale et physique, humiliation, puis sont arrivés au programme AA, se sont abandonnés à l'aspect spirituel du programme. Aujourd'hui, ils sont devenus des citoyens à part entière, des gens bien dans leur peau, heureux dans la vie, des gens qui ont fondé des familles, qui ont réalisé des choses, ils sont libres financièrement. Je sais, je les connais. Alors, venez pas me dire que ça fonctionne pas. Le programme AA est un programme complet, c'est un programme spirituel. S'il faudrait éliminer toutes les étapes qui sont spirituelles, il faudrait en éliminer plusieurs, puis ça serait plus le programme AA. Si tu as de la difficulté parce qu'on t'a jamais parlé de Dieu, je peux comprendre qu'il est très difficile pour toi, mais je vais te donner un truc, fais semblant d'y croire. Dieu va faire le reste. À 5 ans de distance, je me suis rendu au chevet du frère de mon père. Je savais qu'il lui restait que quelques heures à vivre. Je lui ai dit, mon oncle, s'il y a un paradis, s'il y a une vie après celle-ci, si tu vois mon père, dis-lui, je lui demande pardon. Ce geste va me libérer de tout dans ma vie. À ce stage-ci, j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui ont plusieurs années d'abstinence, de rétablissement. Je sais qu'il arrive parfois dans le rétablissement quand on a des questions existentielles comme est-ce que je vais passer ma vie dans un sol d'église, est-ce que la vie pourrait pas me proposer autre chose? Ben oui, passer 3 heures par semaine dans un sol d'église dans une réunion d'alcooliques anonymes, ça représente 2% de ton temps. 2% de ton temps. Et c'est un si grand prix à payer pour être heureux. Mais pose-toi cette question. Qu'est-il donc devenu de ce membre qui, à ses débuts, s'impliquait? Qu'est-il donc devenu de ce membre qui, à ses débuts, accueillait le nouveau? Accueillir le nouveau, c'est le geste le plus enrichissant pour un dépendant, pour un alcoolique. Parce que c'est à travers le nouveau qu'on apprend à se connaître, c'est à travers le nouveau qu'on apprend à s'aimer. S'impliquer, c'est très important, ne serait-ce que de s'asseoir à côté de celui ou celle qui sert le café pour leur tenir compagnie, de rester à la porte pour faire de l'accueil, ou à offrir à un nouveau une nouvelle d'aller les reconduire parce qu'il pleut ou il neige. Faudrait que ça soit juste pour ces raisons-là, par exemple. Parce que si vous faites pas ça, l'occasion va commencer à paraître beaucoup plus vert chez le voisin. Et même si vous avez une famille qui est fière de vous, même si vous avez une conjointe ou un conjoint qui vous aime, des enfants qui vous adorent, des amis qui vous admirent, le gazon va paraître de plus en plus vert chez le voisin. Vous savez, pendant 25 ans, j'ai fait un dépouillement d'arbres de Noël pour des enfants abandonnés à Montréal. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs enfants dont on ne retrouve plus les parents.
et ces enfants sont gardés dans des orphelinats à Montréal. Puis malheureusement, à cause de nos lois, ces enfants ne peuvent pas être donnés en adoption. Alors à chaque année, j'organisais un dépouillement d'arbres de Noël pour ces enfants-là. Et j'avais une entente avec une grande chaîne de magasins à Montréal, où est-ce que j'arrivais à 6 heures le matin. De 6 heures à 9 heures, j'avais tout le magasin à ma disposition. J'achetais 3 cadeaux pour chacun des enfants. J'avais 160 enfants âgés de 4 ans à 10 ans. Et on amenait ça ailleurs, on emballait tout ça et on avait une grande salle où est-ce qu'on avait l'événement et on avait des clowns, on avait de l'animation, des jeux, un grand buffet et quand arrivaient les enfants, et quand arrivait le Père Noël avec tous les cadeaux, les enfants, la joie qu'il y avait dans les yeux des enfants, ça me remplissait de joie, moi ça me remplissait de bonheur. Alors je suis à la caisse, j'attends pour payer, puis j'entends derrière moi « Salut Michel, ça va? » Je me retourne, j'aperçois ce visage que je semble connaître, puis je reconnais les yeux. Il dit « Salut, il dit, c'est Sébastien, tu te souviens pas de moi? Vous vous souvenez de Sébastien, celui à qui Dieu avait tout donné? » Mais Sébastien, j'ai dit, comment ça va? Ben, il dit, mon mariage, il dit, le commerce que j'avais parti avec ma femme, il dit, c'était de la drogue, je me suis fait prendre. J'étais allé en prison, ma femme me laissait, elle partait avec mon meilleur chum, j'ai perdu ma maison, tous mes biens. Je suis sorti de prison, il dit, j'ai voulu me retaper, je me suis fait reprendre, je suis retourné en prison, puis là, ça fait quelques mois, je suis sorti de prison, je travaille ici maintenant. Mais il dit, toi, t'as de l'air bien? Vous voyez? C'était à cause de lui que j'en voulais à Dieu parce que Dieu lui avait tout donné, je pensais. Alors voyez-vous, vous tous, ayez confiance, une journée à la fois. Pour ceux qui sont à la recherche du bonheur, qui ont un rêve, qui cherchent quelqu'un, ayez confiance. Une journée, c'est 1 kilomètre à la fois. Hein? C'est peut-être le bonheur, le rêve que vous chérissez est peut-être pour demain, dans 1 mois, dans 1 an, mais il va arriver. Il faut avoir la confiance, il faut l'espoir. La même chose pour un conjoint, une conjointe. Elle est peut-être au coin de la rue, elle est peut-être à l'épicerie du coin ou à la pharmacie, vous le savez pas, mais il faut y croire. Vous avez démontré tellement de courage. C'est pas rien. Vous êtes abstinent. Je le dis toujours. Il y a des centaines et des centaines de millions d'êtres humains sur cette terre qui vivent dans la consommation, dans la haine, dans le désespoir, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, puis ils vont mourir ainsi parce qu'ils sont incapables de concevoir la vie sans consommer. Alors vous tous qui êtes abstinents aujourd'hui, soyez fiers et marchez la tête haute, car peu d'êtres humains sont capables de faire ce que vous faites. Alors si t'es nouveau ou t'es nouvelle, bon sang que je connais l'angoisse, la tristesse, la honte, la peur qui t'habite et surtout cette solitude qui te crève le cœur. Je le sais, je viens de là. Mais vous savez, toute ma vie, je m'étais toujours vu comme une victime. C'était toujours la faute des autres, la faute de la société, la faute de Dieu, la faute de la vie. Mais c'était jamais de ma faute. Aujourd'hui, je réalise que les vraies victimes n'étaient pas ceux et celles qui m'aimaient, que j'ai fui. Quand je suis arrivé au programme AA, vous m'avez dit « Michel, je t'aime ». Je comprenais pas. Parce que pour moi, l'amour, ça se méritait. Puis je comprenais pas ce que j'aurais pu avoir fait pour mériter votre amour. Mais vous me l'avez dit des centaines et des centaines de fois. Aujourd'hui, je marche la tête haute et je suis fier. C'est vous qui avez fait ça pour moi. Alors, si t'es nouveau et t'es nouvelle, bienvenue à Alcoolique Anonyme. Merci beaucoup. Hey, Michel. Quel bel exemple de vie. Écoute, moi, depuis que je fais à l'animation, c'est la première fois que je suis tellement ému puis rempli de gratitude puis quel beau message que tu passes pour ceux qui sont à l'écoute, les nouvelles, ceux qui ça fait même des années. Je suis persuadé que tu redonnes envie aux gens de se replonger si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas lu le gros livre ou fait les étapes, d'envie de se remettre dedans. En tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment rempli de bonheur puis d'amour. Puis je sais pas si tu as d'autres choses que tu voudrais nous mentionner avant de terminer. Un autre beau message. Il nous reste un peu de temps, j'aimerais ça. Ben écoutez, j'aimerais revenir sur la spiritualité parce que j'ai 34 ans d'abstinence et je vais vous avouer que pendant ces années, certains m'ont dit moi les bondieuseries, ça m'intéresse pas. Malheureusement, je dois vous dire que ces gens-là ne sont pas restés, ils sont retournés. Je les ai jamais revus. Le programme AA est vraiment un programme spirituel et il faut y adhérer. On peut pas se permettre de sauter une étape ou deux. Il faut toutes les faire. Elles se précèdent, puis elles s'accompagnent très bien. Il faut y croire.
Des fois, notre éducation, notre entourage fait que nous laisse porter des doutes là-dessus. Mais je suis et plusieurs autres comme moi sont la preuve vivante que ça fonctionne. Écoute, Michel, encore une fois, moi je retiens tellement de choses, je t'aurais écouté encore des heures et des heures. Merci tellement. Moi je retiens, quand tu as parlé de 2% de ton temps, c'est vrai que c'est 2% de notre temps, aller dans des meetings, accueillir le nouveau. Bravo pour ton 34 ans que tu as célébré le 13 novembre dernier. Merci aux auditeurs, à l'équipe de l'émission dont Alain à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Donc ici André qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.